Alors dans cette nouvelle exposition du château qui est consacrée à Mérimée, écrivain principalement, mais pas uniquement, on s'est attaché en fait à montrer les différentes et multiples facettes de la personnalité de Mérimée, un personnage complexe, à la fois par sa personne même et par également la vie qu'il a connue, qu'il a menée, et les multiples activités qu'il a pu perpétrer tout au long de son existence, puisque Mérimée est connu d'abord et avant tout comme écrivain, mais parallèlement à cela, et très vite, il va être nommé inspecteur des monuments historiques, vouer donc une grande partie de son existence et de sa carrière professionnelle à la sauvegarde du patrimoine. Et étant donné ses relations qu'il a avec elle depuis, on peut dire, sa tendre enfance, le rôle qu'il va avoir à partir du moment où Eugénie deviendra épouse de Napoléon III et impératrice des Français, et donc Mérimée, qui est déjà à l'époque académicien, reconnu dans le monde scientifique et littéraire, va également désormais mener une vie à la cour, une vie officielle, puisque notamment il sera nommé sénateur. Et donc voilà ce que l'on essaie de montrer à travers cette exposition, avec aussi des incursions tout à fait particulières sur les relations évidemment littéraires et amicales de Mérimée, les relations qu'il a eues avec la famille Montiro ou avec les femmes en général. Les thématiques de l'exposition, finalement, on commence évidemment par évoquer les origines familiales, très brièvement, mais qui ont joué un rôle important puisque les deux parents, à la fois son père et sa mère, étaient tous les deux des artistes peintres en particulier. Et puis ensuite, eh bien, on évoque la section de Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, et la sauvegarde du patrimoine qu'il met en place. Ensuite, une petite incursion spécifique dans la relation entre Mérimée et l'archéologie. Après, évidemment, on aborde les relations entre Mérimée et ses contemporains, hommes de lettres, mais artistes également en général, puisque en particulier il a été ami de Delacroix, de Stendhal, etc. Et après cela, on évoque le mythe qu'il va mettre en place grâce à son texte de Carmen, qui va donner lieu au fameux opéra de Bizet, qui verra le jour après la mort de Mérimée, mais qui reste une œuvre particulièrement importante et à portée vraiment universelle aujourd'hui. Et ensuite, on évoque la vie officielle de Mérimée, Mérimée homme de cour, Mérimée courtisan, sa relation avec en particulier l'impératrice Eugénie, mais la famille de Montiro en général, une allusion à Mérimée et les femmes qui ont joué un rôle important dans son existence personnelle, et puis donc ensuite on a un volet qui est consacré à Mérimée à Compiègne, et l'exposition se termine avec une présentation. Là, c'est un élément largement peu connu, voire méconnu du grand public, c'est que Mérimée, qui a toujours eu une relation avec le monde artistique et la peinture en particulier, eh bien Mérimée a fait 2 relations écrites du salon officiel de peinture, qui était annuel en règle générale et qui se tenait à Paris, et Mérimée a fait un compte-rendu du salon de 1839 et de celui de 1853. Donc l'exposition se termine par la présentation d'une toute petite sélection de tableaux que Mérimée cite et commente dans les articles qu'il a pu écrire à ce propos. On ne sait pas exactement à quelle date Mérimée vient pour la première fois à Compiègne et découvre la ville, mais en tout cas, étant donné qu'il est un proche du couple impérial, qu'il est sénateur, qu'il y a cette relation presque intime, en tout cas amicale, avec l'impératrice, Mérimée, comme d'autres
personne de même catégorie que lui, on peut penser par exemple à Viollet-le-Duc, Mérimée sera invité régulièrement au séjour à Compiègne, qu'on appelle les séries, et les séries qui avaient lieu en général tous les ans. Mérimée ne viendra pas tous les ans, mais il a fait 7 séjours à Compiègne, et donc ne serait-ce que cela, évidemment, donne un lien tout à fait particulier avec la ville, mais au-delà de la ville, avec également le château qui lui rend honneur aujourd'hui. Bien, nous sommes ici dans la section qui est consacrée à Mérimée, homme officiel et homme de cour, puisque effectivement Eugénie, devenant impératrice avec son mariage avec Napoléon III, eh bien, va proposer à Mérimée même un poste ministériel, ce que Mérimée refusera du reste, étant attaché au monde artistique, au patrimoine, mais il ne peut pas refuser tous les honneurs qu'on lui propose, et ce qu'il acceptera, c'est de devenir sénateur. Évidemment, alors ce sera un sénateur assidu, il assiste régulièrement aux réunions du Sénat, même si, on peut l'imaginer, ce n'est pas forcément un honneur qu'il cherchait particulièrement, et il est toujours assez réaliste par rapport à tout ce qu'il peut faire dans son existence, et nous savons que Mérimée, qui a participé à de très nombreux comités, commissions, réunions, etc., qui parfois ne devait pas être toujours très captivante, Mérimée avait la manie de crayonner et de dessiner, et il n'était pas très attaché aux choses matérielles, donc souvent il faisait cadeau de ses dessins crayonnés ou faits à l'encre, et bien entendu certains d'entre eux nous sont parvenus. On va voir dans la vitrine qui est là une petite caricature de lui-même. Il se met en scène en tenue de sénateur, qui est évidemment une tenue officielle, qu'il était tenu de revêtir lorsqu'il y avait des épisodes importants du règne, des célébrations. Cette caricature intéressante nous est prêtée par la médiathèque de l'architecture, du patrimoine et de la photographie, qui est l'un des prêteurs les plus importants en nombre d'œuvres et qui véritablement a été un très grand collaborateur à la présente exposition. Donc dans la présente section, nous avons une partie qui est consacrée à Mérimée et les femmes, puisque Mérimée ne se mariera jamais. On peut dire qu'il a eu plusieurs amours dans sa vie, c'est bien évident, mais une relation en particulier a beaucoup compté à ses yeux, c'est celle qu'il a eue pendant de nombreuses années avec Madame de Lesserre, qui finira par rompre avec lui. Il faut préciser en passant que c'est quand même une femme mariée, mère de famille, avec une position officielle, etc. On peut aussi mentionner qu'il a vécu avec ses parents au départ, mais ensuite surtout avec sa mère jusqu'à la mort de celle-ci. Et Mérimée a une relation évidemment tout à fait particulière avec le monde féminin. Et vous avez ici deux dessins, l'un au crayon, l'autre à l'encre et à la plume, qui sont des acquisitions que nous avons faites ces dernières années, deux dessins de Mérimée lui-même, l'un qui n'est pas daté, l'autre qui est daté et qui mentionne qu'il a été réalisé à Biarritz, puisque Mérimée a séjourné dans toutes les résidences officielles de Napoléon III, et donc il était invité à Biarritz comme il était invité à Fontainebleau et à Compiègne.
Et ce sont vraiment deux facettes de la vision de la femme qui nous offre ici, puisque ce dessin au crayon, il l'intitule « Mon objet ». Alors que faut-il comprendre? Est-ce que c'est une image de la femme idéale, mais en même temps, il faut rester critique vis-à-vis de ce qu'il représente là? Et puis, de l'autre côté, c'est un dessin qui est légendé socialiste, phalanstérienne et communiste, avec d'ailleurs dans socialiste une orthographe tout à fait approximative. Mérimée n'était pas très regardant vis-à-vis de l'orthographe. Et on sait qu'il appréciait très modérément les règles que l'Académie cherchait à imposer, que ce soit l'Académie ou d'autres institutions, par rapport à la rigueur de l'orthographe que l'on était en train de cadrer à l'époque. Et la fameuse socialiste, eh bien, alors qu'au premier regard, c'est une femme vêtue normalement, chapeautée parce qu'elle est dans la rue, quand on regarde, on voit une queue animale qui est une queue de félin, et que donc on a l'ambivalence et les deux facettes d'une femme qui peut être à la fois très douce mais en même temps une véritable panthère ou furie qui s'accorde avec la légende du dessin. Bien, nous sommes ici dans la section qui est consacrée à Mérimée, homme de lettres, et aux relations qu'il a eues avec le monde littéraire ainsi que ses amitiés diverses et variées. Bien entendu, dès le départ, nous ne souhaitions pas faire uniquement une exposition de livres, de documents et d'archives, mais il est tout à fait impossible, bien entendu, de s'abstenir de présenter des documents qui sont en relation étroite avec les activités de Mérimée lui-même. Ici, dans cette vitrine, on a réuni un petit nombre des peu nombreux manuscrits de Mérimée lui-même, puisque malheureusement, énormément de choses ont disparu à tout jamais, puisque son dernier appartement parisien, qui se trouvait rue de Lille, disparaît dans l'un des incendies de la commune en 1871. Et donc c'est la Bibliothèque nationale de France qui conserve aujourd'hui la quasi-totalité du petit nombre de manuscrits subsistants. Parmi ceux-ci, on vous présente le manuscrit de sa nouvelle, La Vénus d'Île. Et nous sommes très heureux de pouvoir présenter à côté du manuscrit une image, une gouache exécutée par Mérimée lui-même, qui est conservée aujourd'hui en Suisse à la Fondation Marcello, et qui représente la fameuse statue de bronze qu'il met en scène dans cette nouvelle. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que cette statue, que l'on imagine en lisant Mérimée plutôt menaçante, est représentée comme une sage effigie de jeune femme gracile. Donc il y a un certain décalage entre l'image et le texte. Cette œuvre, à ma connaissance, est inédite et nous en avons eu connaissance par une personne de notre entourage voilà, qui nous l'a signalé et qui nous a permis d'en obtenir le prêt. Mérimée, il est fils d'artiste peintre et au départ, alors qu'il est bien jeune, il avait envisagé une carrière d'artiste. Mais son père devait avoir un regard un peu critique et ne l'a pas poussé dans cette direction.
Parce que, bon, effectivement, Mérimée pratique le dessin. Il n'a jamais fait de peinture à l'huile, hein, a priori, mais il a réalisé des gouaches et des aquarelles. Les œuvres de sa main ne sont pas particulièrement rares. Vous en avez qui sont conservées au musée du Louvre, au département des arts graphiques, et vous en avez pas mal d'exemplaires conservés aussi à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Nous sommes dans la dernière section de l'exposition qui est consacrée aux relations écrites que Mérimée fait des deux salons de peinture, celui de 1839 et celui de 1853. Et pour le salon de 1853, nous sommes très heureux d'avoir obtenu un prêt exceptionnel de la part du Metropolitan Museum de New York, qui est le tableau de Winterhalter intitulé Florinde, qui est un tableau d'histoire. Donc Winterhalter, qui est un peintre d'origine allemande, qui, à l'époque, en 1853, est un peintre très réputé puisque c'est un portraitiste de grand talent et qu'il a été véritablement le peintre favori à la fois de la reine Victoria et de Louis-Philippe en France. Winterhalter était d'ailleurs établi à Paris, qu'il quitte au moment de la Révolution de 1848 avec les troubles qu'elle entraîne, et donc il fait son retour au salon en 1853 avec ce tableau, et il fait un retour à la peinture dite d'histoire, puisque jusqu'à présent il était plus souvent portraitiste que peintre de scène historique ou autre. Donc il fait son retour à la grande peinture, en quelque sorte, avec ce tableau inspiré de la littérature, puisque c'est Rodrigue surprenant la fille du comte alors qu'elle prenait son bain. Donc quelque part, on peut voir aussi une réminiscence antique. C'est un peu l'équivalent d'une Diane au bain de la peinture, par exemple, du XVIIe siècle. Et surtout, ce que l'on va retenir, c'est que Winterhalter, 2 ans plus tard, va exécuter le grand tableau monumental qui est l'un de nos trésors des collections du musée du Second Empire, l'impératrice Eugénie entourée des dames de la cour. Or, pour le grand tableau, la représentant, qui est exposée du reste à l'exposition universelle de 1855, Winterhalter reprend la composition que l'on a là, et même le même geste de la femme qui met sa main au-dessus de la tête et de la chevelure de l'héroïne, en quelque sorte, du tableau, on les retrouve dans la version d'Eugénie et les dames de la cour. Alors c'est un tableau que Mérimée cite parmi les œuvres importantes du salon de 1853, mais il ne le commente pas particulièrement. Pour lui, c'est un tableau important, point final, sans développement particulier, mais on sait que la critique a été relativement positive vis-à-vis de Winterhalter, puisque certains critiques et hommes de lettres, par exemple, qualifient les personnages féminins de figures de cire, par exemple. Donc, en fait, c'est une critique un peu moyenne qui est faite à cette œuvre qui quand même est une œuvre effectivement de qualité, à la fois par la qualité du dessin, la recherche du coloris et surtout, effectivement, le brio de la composition que Winterhalter, une très bonne composition que du reste, il va réutiliser par la suite.